Bonjour! Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un château français vraiment splendide. Je vais vous parler de Versailles. Donc, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti! Au commencement, il n'y avait rien, ou presque. Décrivant les terres qui deviendraient le Versailles de Louis XIV, on a volontiers évoqué, à l'époque, un paysage désolé et marécageux, de landes et de halliers. C'est le duc de Saint-Simon qui parle dans ses mémoires. Le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant et marécage, sans air, par conséquent, qui n'y peut être bon. Évoquant aussi le village qui s'élevait déjà sur la butte qui domine aujourd'hui les jardins, le même Saint-Simon remarque seulement un très misérable cabaret et un moulin à vent. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, Versailles au Val de Galie était un vrai village de quelques 400 âmes. Situé sur le grand chemin de Bretagne, Normandie, Poitou, Touraine et autres, c'était aussi un lieu de passage très fréquenté. D'où, au sommet d'une butte, plusieurs hôtelleries, un moulin à vent, certes, mais aussi un prieuré, une église dédiée à Saint-Julien de Brioude, les restes d'un château médiéval. Il y avait bien des marais en contrebas, plusieurs ruisseaux qui s'y croisaient, mais les terres y étaient bien cultivées. Les Bourbons étaient de grands chasseurs. Henri IV aimait parcourir bois et garennes pendant des journées entières. Comme il faisait de fréquents séjours au château de Saint-Germain-en-Laye, tout proche pour lui, Versailles au Val-Galie était une halte comme tant d'autres. Pour Louis XIII, la chasse était une vraie passion. L'histoire de Versailles commence vraiment en 1623 quand un jeune roi, qu'on aimera dire peut-être visionnaire, décide de faire construire un château des plus modestes d'ailleurs, au sommet de la butte. L'ancien château détruit, l'on mettra pour le roi les bouchées doubles jusqu'en 1624. Le premier château de Louis XIII est achevé. C'est tout juste un relais de chasse d'un corps central d'une vingtaine de mètres de long, flanqué de 2 ailes autour d'une cour intérieure. C'est vrai qu'il a du charme, le nouveau château de ce roi presque visionnaire. Pierre de Nolhac, l'un des plus grands conservateurs du domaine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, parle d'un palais de féerie avec son architecture joyeuse, ses façades de briques rouges, ses balcons de fer ouvragés, ses hautes cheminées blanches, le pinacle et les plombs dorés de ses combles aigus. Plantons le décor. Les choses, en effet, n'ont pas traîné. Dès son retour de Vaux-le-Vicomte, ou presque, ce sera en fait l'année suivante, en 1662, que tout va vraiment commencer. Louis XIV va mobiliser rien moins que les artistes du pauvre Fouquet, Le Vau, Le Brun et le nôtre, et beaucoup d'autres, pour son Versailles. Les chiffres sont éloquents. Dès 1661, les premiers travaux de rénovation et la construction des communs sont lancés pour la somme déjà importante de 1 500 000 livres. On s'attaquera certes au château lui-même, mais très vite, ce sont les jardins qui font d'abord l'objet de toutes les attentions du roi. Dès 1662, c'est le nôtre lui-même qui s'est mis au travail. Tout en conservant un important enclos aux besoins de la chasse, ce que le nôtre va progressivement organiser,
ce sera un aménagement décoratif grandiose de plans d'eau, de gazons et de bosquets que, très vite, viendront peupler des statues. Le premier témoignage fastueux de cette passion des jardins sera la grande fête donnée en 1664 en l'honneur de Mademoiselle de la Vallière. Les plaisirs de l'île enchantée sont entrés dans la légende. Aucune entrée royale, aucune célébration officielle n'avait jusque-là donné lieu à un tel déploiement de luxe et de richesse. C'est la France entière qui va se mettre au travail pour faire du Versailles de Louis XIV non seulement le plus vaste palais d'Europe, mais aussi le plus superbe. Peintres, sculpteurs, ébénistes, doreurs, tapissiers, un immense atelier à Paris, mais aussi dans les provinces, travaillent pour Versailles et pour le roi. Et là aussi, un système à peu près unique de centralisation de la création artistique et artisanale va être organisé, qui ira beaucoup plus loin que celui des grands ateliers italiens et des artistes réunis autour des princes de la Renaissance. Ainsi, l'unité de cette organisation repose-t-elle en partie sur les institutions que Richelieu d'abord, avec l'Académie française, puis Colbert en tant que surintendant des bâtiments de France, et le roi lui-même ont mis en place. C'est sur ces bases que va s'élaborer et se voir mettre en œuvre ce qui deviendra l'art du siècle de Louis XIV, c'est-à-dire Versailles, qui en est le symbole. Les premiers auteurs en seront Levau et Lebrun. Fils d'un tailleur de pierre devenu maître maçon, Levau a commencé sa carrière d'architecte avec de vastes hôtels comme des maisons ordinaires dans l'île Saint-Louis, jusque-là à peu près déserte, et qui constitue ainsi un très vaste chantier. L'église Saint-Louis-en-l'Île, l'hôtel Lambert sont encore aujourd'hui parmi les témoignages les plus remarquables de l'art d'un Levau qui ne s'est pas encore frotté à Versailles. Levau est à la mode à Paris. Toute une partie de l'aristocratie désireuse de se faire construire d'amples et de belles demeures a recours à lui. Pourtant, c'est donc à Vaux-le-Vicomte qu'il construit ensuite pour Fouquet ce qui demeurera l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture de son temps. Aussi, lorsque, ambitieux et avide d'honneur, il se voit confier par Mazarin le projet du château neuf de Vincennes, il entre peu à peu au service presque exclusif du roi, dont il deviendra le premier architecte, rien que ça. Après Levau, mort en 1670, viendra le temps de Jules Hardouin-Mansart. Hardouin-Mansart remplace à Versailles une partie des travaux de Levau par sa propre vision d'un art Louis XIVien, moins austère. D'abord architecte ordinaire soutenu par Madame de Montespan, il construit le château de Clagny, qui succédera à Dorbet, bras droit de Levau, et sera nommé en 1686 premier architecte du roi. Si le nom de Lebrun ne peut être dissocié de celui de Levau, mais aussi de celui de Hardouin-Mansart, c'est que la personnalité écrasante du plus grand peintre de Versailles s'appuie sur les travaux de l'un et de l'autre pour aller beaucoup plus loin qu'un simple peintre de fresques somptueuses et de tableaux littéralement royaux. De tous les artistes de Versailles, Lebrun est à coup sûr le plus ambitieux, mais aussi le plus capable de coordonner l'ensemble d'un chantier auquel 100 peintres, décorateurs, sculpteurs travailleront de concert. Lebrun, né en 1612, est de 7 ans plus jeune que Levau. Élève de Simon Vouet et profondément admiré par Louis XIV qui reconnaissait en lui l'artiste qui pouvait le mieux illustrer son règne, il deviendra premier peintre du roi. Grand peintre dont la plupart des tableaux ont disparu, mais surtout grand organisateur, autoritaire et écouté, Charles Lebrun va traverser et dominer son siècle jusqu'à la mort de Colbert.
son principal protecteur, en 1683. Mais il travaillera encore jusqu'en 1689, quelques mois avant sa mort. Versailles existe. Les échafaudages et les gravats, les tas de sable parmi lesquels Louis XIV s'est vu contraint si longtemps de vivre, ont été remplacés par les ors, les peintures, un mobilier d'argent qu'il fera d'ailleurs fondre sans émotion pour payer la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1789. Et si des chantiers se poursuivent pendant tout son règne, son château est bien devenu le centre de la France, comme une manière de phare pour le reste de l'Europe. Dans une débauche de luxe dont l'étiquette est réglée jusqu'au moindre détail, les différents officiers de la cour assurent la mise en œuvre théâtrale de son règne et de sa personne. Théâtrale, oui, le mot est lâché. Dans les immenses espaces du palais, c'est le décor d'une véritable représentation de tous les instants de la vie du souverain qu'on a installé pour lui. Avec la chambre du roi au centre du palais, mais sur la cour de marbre, c'est là que la mise en scène du théâtre royal qu'est le château tout entier déploie ses fastes. La vie plus privée du souverain et des siens se déroule principalement au même étage. On notera aussi qu'au rez-de-chaussée du château ont été conçus des appartements pour le dauphin, la dauphine et des appartements privés tels l'appartement des bains. Visiter Versailles donc. C'est donc de cet escalier par lequel étaient introduits au palais des ambassadeurs, dont le nom de l'escalier, vous l'aurez compris, roi de Siam ou Shah de Perse, venus du monde entier, qu'on partira pour la grandiose et théâtrale marche vers le soleil, qui consiste à traverser les grands appartements jusqu'à ce point d'orgue qu'est la galerie des glaces. L'escalier donnait la mesure de ceux qui allaient suivre. Déjà éblouis par une richesse de décors ornés de bustes et par l'immense plafond de Lebrun qui chantait sous forme d'allégorie les triomphes du roi, les ambassadeurs montaient solennellement les degrés qui allaient les conduire vers la lumière. Parvenus à l'étage, ils pénétraient dans le salon de Vénus, où le roi était déjà présent, vêtu à l'antique, avec une statue de Jean Varin, soit dans le salon de Diane, où, à partir de 1685, on trouvera encore le roi, mais cette fois avec le buste fameux du Bernin. Ce salon de Diane deviendra aussi celui du billard, l'un des jeux favoris du souverain, qui y démontrait une habileté surprenante. La destruction par Gabriel de l'escalier et la création en 1712 de l'actuel salon d'Hercule ont sensiblement modifié toute cette première partie du grand appartement autour du salon de l'abondance, Diane, Vénus. L'extraordinaire cheminement parmi les gloires de l'Olympe se poursuit par le salon de Mars, où le dieu de la guerre coexiste avec la musique de roi, puisque deux tribunes permettaient au violon du roi d'y animer ce qui devenait, certains soirs, son salon de musique. Salon de Mercure ensuite, dit chambre du lit. Ancienne chambre du roi, une balustrade y protégera vite le lit aux riches broderies et brocarts que le roi abandonnera en 1683 lorsqu'il décidera de s'installer dans les appartements plus intimes autour de la cour de marbre. Mais c'est pourtant là qu'il va reposer 8 jours après sa mort pour recevoir l'hommage posthume de la France entière. Vient ainsi le salon d'Apollon, le plus grandiose. C'était en fait la salle du trône, où étaient généralement reçus les ambassadeurs. On passe ensuite au salon de la guerre, qui fait l'angle au-dessus des parterres nord et, à l'ouest, de la perspective des jardins. Sa décoration témoigne des victoires de la France, c'est-à-dire du roi, sur la grande coalition, l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche. Ensemble, Ardoin-Mansart et Lebrun
ont conçu cet hommage à un souverain triomphant du reste de l'Europe. À l'autre extrémité de la grande galerie, le salon de la paix, à sens inverse, un souverain magnanime qui couvre l'Europe apaisée de son manteau royal. Une mise en scène vraiment majestueuse, c'est le cas de le dire. Voilà, l'histoire de Versailles se termine ici. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi aussi, tant qu'on y est, si vous avez déjà eu l'occasion de visiter Versailles, je serais ravie de vous lire. Nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine à 18h et sur ce, à plus!